Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui fascine, qui divise aussi beaucoup. Le Pi Network. On a épluché un peu tout ce qui s'est dit autour du 10 janvier 2026, des annonces techniques, des analyses de la communauté. Et ce qui en ressort, c'est presque une sorte de schizophrénie. On a l'impression que le projet Pi vit dans deux mondes en même temps. Ah oui, c'est exactement ça. C'est le mot. D'un côté, on a l'équipe de développement, la Core Team, qui construit des outils très concrets. Et de l'autre, on a une communauté qui est portée par un rêve, un espoir presque mystique, d'une valeur astronomique. C'est ça. Et notre mission aujourd'hui, ça va être d'essayer de comprendre comment ces deux mondes, qui semblent parfois s'ignorer, dessinent l'avenir du projet. Parfait. Alors, on commence par le plus tangible, le plus mesurable. La Core Team a lancé une nouvelle bibliothèque pour les développeurs. En termes simples, ça veut dire quoi? Mais ça peut paraître juste technique, mais c'est une étape qui est stratégiquement énorme. Ah oui, Oui. Avant, un développeur qui voulait intégrer Pi dans son application devait en gros jongler avec deux trucs séparés. Le SDK d'un côté, les API de l'autre. C'était un peu une galère. d'accord. Les sources nous disent qu'ils ont maintenant fusionné tout ça en une seule boîte à outils. C'est beaucoup plus simple. Un peu comme un guide de démarrage rapide, quoi. Voilà, c'est ça. Au lieu d'avoir deux manuels compliqués, t'as un seul guide simple. Et le gros titre qui m'a marqué, c'est l'intégration en 10 minutes. 10 minutes, c'est à peine le temps de se faire un café. Est-ce que c'est vraiment aussi simple? En théorie, c'est l'idée. La promesse, c'est de vraiment abaisser la barrière à l'entrée. Hmm, Intégrer un système de paiement, d'habitude, c'est le parcours du combattant. En simplifiant à ce point, le message est très clair. Ils disent aux développeurs, arrêtez de vous prendre la tête avec la technique. hmm. Concentrez-vous sur votre application. Exactement. Faites ce que vous faites de mieux, innovez, et nous, on s'occupe de la partie paiement. Donc la Core Team mise tout sur l'utilité en fait. Totalement. Ils ne parlent jamais de prix. Ils donnent des outils. Pour eux, la valeur viendra des applications, pas de la spéculation. C'est un vrai pari. D'accord, c'est très clair. Et j'ai noté un autre détail dans une des sources, qui je pense n'est pas anodin. Il précise que cette bibliothèque est basée sur une technologie qui s'appelle Next.js. Pour ceux qui sont pas de la partie, c'est un peu la crème de la crème dans le développement web moderne, non? Ah, tu as bien fait de le relever. C'est un signal très très fort qu'ils envoient à la communauté des développeurs. C'est-à-dire? Utiliser Next.js, c'est comme construire les fondations d'un immeuble avec les matériaux les plus solides et les plus récents. Ça dit, venez construire chez nous, nos fondations sont modernes, rapides et faites pour durer. Ça rassure, quoi. Exactement. C'est un gage de professionnalisme, ça montre qu'ils ne bricolent pas dans leur coin. Alors si c'est si simple, concrètement, ça peut donner quoi comme application? On a des exemples? Les sources restent assez générales, mais on peut imaginer plein de choses. Ça pourrait aller de plateformes de freelance, où tu es payé en PI pour des petites tâches, Des micro-tâches, oui. à des jeux mobiles avec des achats intégrés, ou même des marchés locaux où des artisans vendent leurs créations. Le point clé, ce sont les microtransactions, j'imagine. C'est ça. Faciliter les tout petits paiements, ça peut débloquer des modèles économiques qui sont pas viables avec les banques à cause des frais. Payer 10 centimes pour lire un article, par exemple? Voilà, c'est exactement ce genre de potentiel. Très clair. On a donc une équipe qui pose les fondations brique par brique avec des outils solides. Mais c'est là que ça devient fascinant. Parce que pendant qu'ils sont à la cave, en train de couler le béton, il y a une partie de la communauté qui est déjà tout en haut, en train de dessiner la flèche de la cathédrale. Et quelle flèche! Là, on bascule complètement dans une autre dimension. La fameuse GCV, la valeur de consensus global. C'est ça. Il faut qu'on s'arrête une seconde sur le chiffre. Les sources qui défendent la GCV affirment qu'une valeur de 314 159 $ par paille est officiellement confirmée et stable. C'est vertigineux. C'est même pas un chiffre rond, c'est une référence directe à Pi. C'est le cœur du réacteur de la communauté. Pour ce camp-là, ce n'est plus une simple spéculation. Ils y croient dur comme fer. Ah oui. Il s'appuie sur un article de blog qui a été relayé par la plateforme d'échange MEXC, et pour eux, c'est une certitude. Leur justification, elle est double, et il faut la comprendre pour saisir leur logique. Je suis tout oui, parce que l'écart avec le marché est cosmique. On parle de quelques centimes sur les plateformes. Alors, leur premier argument, c'est que cet écart est voulu. Il est même nécessaire. Pour eux, la valeur de 314 159 $ n'a rien à voir avec les plateformes d'échange externes. D'accord, ils dissocient les deux. Complètement. Ils voient ces plateformes comme le monde de la spéculation. La GCV, elle, est faite pour un usage interne, au sein de l'écosystème Pi, pour des biens et services réels. Et le deuxième argument? C'est le timing. Cette valeur, elle ne deviendra une réalité qu'au lancement de l'Open Mainnet, quand le réseau sera totalement ouvert et fonctionnel. Pour l'instant, c'est un objectif. Attends, si je comprends bien,
C'est un peu comme s'ils voulaient créer une sorte de parc d'attractions économiques. C'est une excellente analogie. À l'intérieur du parc, on utilise des tickets Pi. La direction a décrété qu'un ticket vaut 314 519 $ pour un tour de manège. Mais on n'a pas le droit de revendre ce ticket au type qui attend dehors pour 50 centimes. C'est ça, hein. C'est exactement ça. C'est l'idée d'une économie circulaire complètement protégée du monde extérieur. Et comment ils comptent faire respecter les règles? Alors là, les sources deviennent assez futuristes. Elles décrivent un système, qui serait sur GitHub, capable de tracer l'origine de chaque pi. Ah oui, Ils n'accepteraient que les pi qui viennent de sources nobles, le minage, les transferts entre utilisateurs. Et ils rejetteraient automatiquement tout pi qui viendrait des plateformes d'échange. et pour sécuriser tout ça? On parle d'intelligence artificielle, de cryptographie quantique, d'oracle. C'est une vision d'une économie autonome et autorégulée. C'est une vision incroyablement ambitieuse. Mais qu'est-ce qui pousse des gens à croire si fort à une valeur aussi déconnectée de la réalité du marché? C'est juste de l'espoir? C'est un mélange. Il y a bien sûr une part d'espoir immense, le rêve de la fortune facile. Mais il y a aussi une dimension idéologique. Un rejet du système? Oui, un rejet du système financier traditionnel, qui est perçu comme injuste. L'idée, c'est de dire, la valeur, ce n'est pas ce que les spéculateurs décident. La valeur, c'est ce que nous, la communauté, on décide ensemble. Une sorte de prophétie autoréalisatrice. Ils espèrent, oui. C'est un pari sur la psychologie de masse. D'accord. C'est une vision fascinante, presque utopique. Mais les sources qu'on a analysées montrent très clairement que tout le monde ne chante pas la même chanson. Et c'est là qu'on touche à la contradiction centrale du projet. Il y a un contre-récit? Un contre-récit très puissant, oui. D'autres analyses, en regardant exactement le même article de Blog de Mixé, arrivent à la conclusion inverse. Pour eux, cet article est au mieux trompeur, au pire une manipulation. Carrément. Ils rappellent que la Core Team, les développeurs dont on parlait au début, a mis en garde la communauté plusieurs fois contre la GCV. Ils l'ont même qualifiée d'escroquerie potentielle. Donc l'équipe qui construit le moteur dit attention, ne conduisez pas à cette vitesse-là. Tandis qu'une partie des passagers est convaincue que la voiture peut voler. C'est une bonne image. D'accord. Pour ce camp plus sceptique, la seule valeur qui compte, c'est le prix du marché, aussi bas soit-il. La GCV, pour eux, c'est un fantasme dangereux. On a donc deux triblis avec deux croyances opposées qui vivent dans le même projet. C'est ça. Et pendant que cette guerre de récits fait rage, les utilisateurs, eux, ouvrent leur application et voient un truc très concret et un peu angoissant. Leur solde de paille qui diminue. C'est la panique, non? C'est un sujet brûlant, oui. Et les sources donnent deux explications possibles. D'accord. La première est purement technique et sûrement temporaire. Le réseau de test, le testnet, subit une grosse mise à jour. Ce genre de migration peut parfois causer des bugs d'affichage, des soldes qui apparaissent faux avant que tout rentre dans l'ordre. Ok, ça c'est l'explication rassurante, mais il y en a une deuxième qui semble beaucoup plus intentionnelle. Oui, c'est celle d'un grand nettoyage de printemps. Un nettoyage? Selon cette explication, l'équipe de Pi Network est en train de supprimer délibérément tous les soldes qui ne sont pas vérifiés. C'est-à-dire les pailles que tu as gagnées grâce à des filleuls qui, au final, n'ont jamais fait leur vérification d'identité, le KYC, ou qui sont devenus inactifs. Donc on élimine les comptes morts. Voilà, les comptes fantômes, les bots. L'objectif, c'est d'avoir un réseau propre avec uniquement des utilisateurs réels et vérifiés avant le grand lancement. Et la communauté, elle réagit comment à ça? C'est vu comme une bonne chose ou ça râle? On voit les deux. Il y a de la frustration, c'est sûr. Des gens qui voient leur solde baisser sans trop comprendre. J'imagine. Mais une bonne partie de la communauté, la plus engagée, comprend et même applaudit. Pour eux, c'est la preuve que le projet est sérieux. Un réseau propre a beaucoup plus de valeur qu'un réseau gonflé par des millions de faux comptes. C'est logique. Et on mentionne même que ce nettoyage est accéléré par l'IA, ce qui montre qu'ils veulent être efficaces. Alors, si on essaye de rassembler toutes les pièces du puzzle, le tableau est assez déroutant. D'un côté, une avancée technique officielle pour construire une économie. De l'autre, ce débat, presque religieux sur la valeur. C'est tout à fait ça. La chose à retenir, c'est vraiment cette double réalité. Il y a la phase de construction, qui est mesurable, pragmatique, axée sur l'utilité. On le voit avec la nouvelle bibliothèque. Et à côté, il y a la phase de la valeur, qui, elle, est portée par les croyances, les espoirs, avec ces deux récits opposés qui s'affrontent. C'est fascinant de voir ces deux logiques cohabiter. Une très rationnelle et l'autre très émotionnelle. Une dernière pensée pour conclure, pour laisser nos auditeurs avec une question. Compte tenu de ces deux voies parallèles qui avancent sans jamais vraiment se croiser, la question fondamentale que je me pose, c'est la suivante.
Est-ce qu'un écosystème axé sur l'utilité, qui est de plus en plus facile à construire, peut finir par créer sa propre valeur, une valeur intrinsèque? Indépendamment des deux récits. Oui, indépendamment du bruit du marché externe et du récit quasi mythique de la GCV. Ou alors, est-ce que l'un de ces deux récits puissants sur la valeur devra inévitablement l'emporter et écraser l'autre pour que l'avenir de Pi puisse enfin se dessiner?